Voilà, tout le plaisir de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de Congo Presse. Merci de votre confiance, surtout votre fidélité à la chaîne de l'excellence, Sommet 13 Télévision et Congo Presse, l'émission que nous animons chaque samedi à 16h, les rendez-vous d'avant-bruit, comme nous l'avons toujours appelé. Merci de nous faire confiance. Merci pour votre fidélité. Un nouveau numéro, de nouveaux sujets. Vous savez, Sommet 13 ne manque jamais l'occasion de vous informer, de vous donner des analyses de haute qualité pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le pays. Eh bien, ce soir, on va analyser des questions d'actualité qui ont quand même bougé la semaine en République démocratique du Congo avec les invités sur ce plateau. On va parler des tractations, comment dirais-je, de menaces et de retrait de l'Assemblée de Moïse Katumbi, de l'Union sacrée, mais aussi la position toujours pas certaine de Vital Kamerhe, président de l'UNC face à Félix Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi sera toujours obligé de respecter l'accord de Nairobi, et quelle est la position si cela ne sera pas le cas, quelle est la position que devra prendre l'UNC face à Félix Tshisekedi? Est-ce que l'UNC va finalement se décider de se retirer comme nous l'attendons parler? On va revenir sur ce plateau. Je suis avec Désiré Mboloa sur ce plateau. Désiré, bienvenue. Merci. À Sommet Télévision. Merci beaucoup, Francis. Avant quand même que je commence avec les sujets, justement, je voudrais commencer. Vous avez un biscuit. Dernier mon préambule. Vous avez un petit biscuit, oui, comme d'habitude. Allez-y. Oui. Et je commence par le monument du Sphinx des libertés. Étienne Tshisekedi Lumumba. Ce dossier, ce n'est pas toujours réglé? Ce n'est toujours pas réglé. Jusque-là, on n'a pas encore reçu gain des causes. Bon, pas on, mais sinon, l'artiste qui a fabriqué le monument n'a toujours pas reçu son argent. Et nous sommes appelés à dénoncer jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ce droit. Nous nous sommes signés, nous nous sommes donné l'obligation de pouvoir accompagner cet artiste jusqu'à ce qu'il trouve gain des causes. Mais nous avons tenu des émissions par ici et par là, même ici, d'ailleurs vous nous accompagnez également. Après nos enquêtes, nous avons pu découvrir que Mike Kalambayi et puis sa bande aurait reçu l'argent de la présidence de la République, voire même au niveau... Attendez un peu, Désiré. Mike Kalambayi, là, c'est un pasteur. Il a son église. Comment est-ce qu'il peut se retrouver dans un dossier? Mais le dossier, il est sale. Parce que quelqu'un qui a travaillé, on vous remet l'argent pour le payer. Et vous prenez... C'est ce qu'on appelle le détournement. Oui. Donc l'argent qui devrait être donné, remis au gars qui a fabriqué le monument, la statue. Toujours entre Mike et le gars. Donc, c'est pas arrivé à la destination. Ça veut dire que c'est Mike qui a financé la fabrication du monument. Le gars n'avait pas d'entrée à la présidence de la République. Le gars a quand même une connaissance avec la petite sœur ou avec sa cousine. Et sa cousine prie à l'église de Mike Kalambayi. Et c'est la petite qui amène son grand frère vers Mike Kalambayi pour que Mike Kalambayi facilite la tâche à ce que le gars rencontre le chef de l'État pour lui proposer justement ce marché de fabrication du monument du Sphinx de Liberté. Je suis entré Kalambayi a refusé de l'amener à la présidence de la République. Il lui a dit, moi personnellement je prends en charge le financement de la fabrication jusqu'à la fin, et quand on aura l'œuvre en main, le produit fini, on pourra amener auprès du chef de l'État, et puis comme ça il va nous donner de l'argent. Et ils ont signé des documents. Nous avons des documents en main. Personnellement j'ai des documents, même des avocats ont des documents. Nous avons pratiquement tout. Ensuite le produit fini est présenté au chef de l'État, qui est d'ailleurs, vous avez couvert l'inauguration. Oui, moi-même j'étais là. Tout à fait. Il a inauguré le produit. J'étais invité par la maison civile. Oui. Du chef le chef de l'État, l'État pensant que le produit est déjà fini, et donc le réalisateur avait touché déjà son cachet, alors que jusqu'aujourd'hui
Il n'a pas touché son cachet et le chef de l'État l'a appelé à la présidence de la République. Arrivé à la présidence de la République, je vous ai dit l'autre fois, de 14h à 23h, il n'a pas été reçu par le chef de l'État. Et c'est Mike Kalambayi et l'assistante personnelle du chef de l'État, je cite Madame, son nom m'échappe, et par la suite, on ressort pour lui dire que le chef de l'État ne peut pas vous recevoir pour l'instant parce qu'il est 23h et qu'il serait fatigué. Le type est rentré jusqu'aujourd'hui. Nous tenons à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. Et nous n'allons pas céder à des chantages, nous n'allons pas céder non plus à des intimidations parce que nous recevons des appels. Vous êtes qui d'abord, Désir? Vous, en tant que qui, vous prenez le dessus? Je suis journaliste. J'ai été contacté en pleine émission parce que tel que vous tournez ici, j'ai tourné des émissions, j'ai été contacté en direct par le fabricateur, justement, le sculpteur de ce monument. Écoutez un peu ce qu'on m'a dit à la maison civile du chef de l'État, parce que... Est-ce que je peux chuter? Je peux chuter par là. Allez-y comme ça, j'ai été contacté et moi, en tant que journaliste, parce que nous, on ne tolère pas quand même que le chef de l'État qui se bat jour et nuit pour que l'état de droit soit effectif dans ce pays et qu'il y a un groupe de gens qui veulent piétiner cet état de droit combattu justement par le chef de l'État durant 37 ans. Alors, moi, j'ai mené des investigations. J'ai associé également des amis, y compris vous, Ben, et puis Vincent Muzungu. Nous avons investigué justement et nous avons abouti à un résultat selon lequel le sculpteur n'a pas reçu gain de cause avec de preuves parce que nous avons également des vidéos. Écoutez, à la présidence de la République, je voudrais bien évidemment parler de la maison civile du chef de l'État parce que dans le cadre de ces dossiers, chaque journaliste cherche quand même une part de vérité. Oui. On est en train de mener des enquêtes, des investigations pour en fait trouver la vérité. Oui. Je suis entré en contact avec un membre du cabinet de la maison civile du chef de l'État qui m'a dit que messieurs, pasteurs, chantres, hommes d'affaires, tout ce que vous voulez, Mike Kalambayi, le fabricateur n'a pas eu il n'a pas eu de contact direct avec la maison civile du chef de l'État. Oui. Mais plutôt, Mike Kalambayi qui est allé, il a demandé au chef de l'État qu'il voulait faire quelque chose en mémoire de Tiens Tshisekedi. Et donc, c'était cadeau qu'il a offert au chef de l'État. Ah bon? Oui. Alors, et donc, si c'est un cadeau, voilà, ça veut dire... Oui, c'est un élément nouveau dans le dossier parce que je suis allé mener des enquêtes pour trouver quand même la vérité à ce niveau. C'est une bonne chose. Si c'est un cadeau que Mike a offert au chef de l'État, où est alors le cachet de celui qui l'a fabriqué? Donc, et celui qui l'a fabriqué a offert également le cadeau au chef de l'État? C'est aussi la question de savoir, parce que Mike offre un cadeau au chef de l'État. Est-ce que ça veut dire qu'il pouvait aussi avait la bonne volonté de faire un cadeau au chef de l'État? Pourquoi il réclame son argent? C'est la question qu'on se pose. Oui. Merci. Ben Kaimbe. Voilà, merci beaucoup. Un petit biscuit. D'abord, avant mon biscuit, j'aimerais quand même aussi placer un mot sur les biscuits dont mon confrère en face parle ici, de ces fabricateurs Gibson. En fait, ici, il faudrait relever aussi des faits. Ça veut dire qu'il y avait un projet. Ce projet est bien chiffré. Lorsque le créateur l'amène chez Mike Kalambayi, il amène un projet chiffré. Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent qu'on doit jeter, parce qu'il faut aussi dire ici à l'opinion qu'il a travaillé avec plus de 80 personnes. Oui. C'est une équipe, il faut voir les monuments en question pour comprendre que c'est 9 mètres. Non, mais vous ne m'en prenez rien. Il était là, il a couvert. Les gens qui nous suivent, ça veut dire au bout de 2 ans et demi, ils ont passé nuit et jour à travailler. Ces gens-là méritaient au moins quelque chose. Si Mike Kalambayi a financé, il a financé à hauteur qui pouvait suffisamment permettre aux concepteurs de fabriquer uniquement, sans penser aux moyens de transport, sans penser à l'énergie, tout ce qui va avec. Et tous ces gens-là qui ont travaillé derrière ces concepteurs sont en train d'attendre leurs gains. C'est anormal. Ici, moi, je ne suis pas dans l'aspect où il y a eu, entre guillemets, femme et pasteur, qui a roulé l'ami, tout ça. Mais ici, moi, je vais ici dire que l'âme
des sphinx ne se reposent pas en paix à ces jours. Oui. Où sont passés tous ces gens qui se réclament, qui se prétendent Tshisekedi des sangs? Ils sont passés où? À tel point qu'on laisse la mémoire du sphinx être citée matin, midi, soir. C'est pas bon. Aujourd'hui même, on a sapé la parole du chef de l'État, celui de la promotion des jeunes. Aujourd'hui, un jeune conçoit une idée qui va dans le sens de valoriser la mémoire du sphinx. Mais voilà comment il est payé à monnaie de singe. Mais aujourd'hui, où passeront tous ces jeunes qui ont l'esprit de créativité, tous ces jeunes qui veulent créer une chose pour l'intérêt de la République? Mais il faut aussi dire que ici, nous cherchons aussi la vérité. Si le pasteur Mike Kalambayi a une version de fait à donner, eh bien, nous on est là. Je vous informe déjà que on va prendre sa position. Je vous informe déjà que nous l'avons contacté, nous. Quand j'ai dit nous, personnellement, j'ai accompagné l'artiste auprès du Mike Kalambayi pendant qu'il sortait de son église sur Willery. Je donne l'adresse de son église. Il paraît qu'il ne prend jamais le téléphone. Il ne prend pas son téléphone. Vous lui écrivez, il lut pour ne pas répondre. Ça veut dire qu'il vous boude. Oui, il sabote tous les messages. Nous nous sommes rendus justement, j'ai accompagné Gibson. Gibson échangeait avec Mike. Mais il faut voir comment est-ce que le pasteur se comporte. Bon, je ne sais pas s'il est réellement pasteur, je doute fort. Il faut le voir comment est-ce qu'il se comporte. C'est comme si c'était un païen, je vous permettez le terme, mais parce que il commence par hausser le ton pendant que l'artiste parle en voix douce. Oui, il hausse le ton et puis il gronde sur le type, voire même il sabote le type, il tourne et part. Pendant qu'il essaie. Moi, je ne me suis pas approché parce que je suis enquêteur. J'étais à 2 mètres de la discussion. Mais je le voyais et il m'a vu également. Et il tournait, il part. Et le type était là debout, ne sachant pas qu'il y avait de journalistes là. Et il lui disait quoi? Et Francis, je vous donne une révélation. J'ai enregistré leur causerie. Cet échange, j'ai enregistré l'échange. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Ça veut dire que lui, il dit au sculpteur qu'il attend que le chef de l'État l'appelle. Lui, le chef de l'État, va l'appeler. Moi, j'ai donné l'œuvre. J'ai également introduit tous les documents possibles. J'attends qu'on m'appelle par la présidence de la République. Jusqu'à ce que le chef de l'État m'appellera, moi, je vais vous contacter. Ça veut dire que nous, là... non, enfin, pas nous. L'artiste doit attendre jusqu'à ce... Mais le chef de l'État a beaucoup de problèmes chaque jour, Francis. C'est le premier citoyen de la République. Est-ce qu'il va se souvenir un jour appeler Mike Kalambayi pour un statut, pour une statue? C'est plutôt à Mike de pouvoir faire d'urgence pour aller rencontrer le chef de l'État et le lui rappeler. Peut-être qu'il a oublié parce qu'il a beaucoup de problèmes. Il faut que les dignitaires de l'UDPS... Je vous informe qu'il y a... se surpasser quand même parce qu'il s'agit ici de l'honneur et de la crédibilité et mémoire de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Déjà, je pense qu'il y a nécessité de voir à peu près cette question. Déjà, il y a Anguille sous roche. Francis, il y a un détail important. C'est que la maison civile, va pas s'attarder sur cette justement, question. La maison civile a appelé Mike Kalambayi et lui avait demandé de venir avec l'artiste à la maison civile. Il a refusé. Pourquoi il a refusé? C'est la question. Pourquoi il refuse d'amener l'artiste? Parce qu'il est Mike Kalambayi. Pourquoi il refuse d'amener vous savez tout ça veut dire qu'il y a ce qu'il a fait dans ces pays. Il a fait énormément de choses dans ces pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a chanté, il a prêché. Il a un don. Il est dans les histoires de Vaseline. Il a un don. Il a beaucoup fait. Il a un don. Ce n'est pas n'importe qui pour qu'on l'appelle comme ça et puis il se réveille un matin, il part. Francis, chacun a son don. Vous, votre don, c'est parler au micro. Lui, son don, c'est de chanter. L'artiste, c'est son don de sculpter. Ça veut dire que tous nous avons des dons et nous devons nous respecter mutuellement. Ça veut dire que quand ton ami a un don, respecte son don. Il ne faut pas l'exploiter de cette façon-là. Nous appelons, moi je lance un appel au chef de l'État de pouvoir se saisir de ce dossier. Je lance également un appel à Maman Denise Nyakeru de se saisir de ce dossier et à toute personne
qui pourra apporter une solution à Gibson Chiluka de pouvoir se saisir de ce dossier rapidement, parce que le nom du Sphinx illimité est sali. Merci beaucoup, Désiré. Je crois que le message est passé. On prend Ben. Oui, je te mets quand même quelques paroles dans la bouche pour un sujet qu'on va discuter avant de revenir sur le grand sujet. Voilà. On prend le dossier de la femme de Jean-Marc Kabound face au vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba. Vous avez suivi, elle a été invitée devant la justice et on a requis quand même une année de prison avec un montant élevé qu'elle devra verser pour imputation dommageable. Comment vous analysez la question? Est-ce que, parce que la femme de Jean-Marc Kabound est opposant, qu'on devrait nécessairement retenir sa femme, casser sa femme, est-ce que il n'y a pas un autre moyen de résoudre cette question que d'aller devant la justice? Mais de l'autre côté, vous savez que nous sommes dans le régime de l'état de droit. Quand il y a diffamation, il y a imputation dommageable. Quand on se sent lésé, on est en droit d'aller quand même saisir la justice. Merci beaucoup, Francis, pour la question. J'aimerais analyser cette question sur deux volets. D'abord, juridiquement, je ne trouve pas des bévilles dans ce sens-là, parce que les faits sont établis. On dit d'ailleurs que les faits sont sacrés face aux faits. C'est une évidence, on ne peut pas s'y échapper. Mais lorsque les faits sont établis, que réellement il y a diffamation, puisqu'au fait la femme affirme dans des vidéos que les gens sont venus, des barbares entre guillemets, sont venus chez lui pour essayer de brûler la maison, et que ces gens seraient envoyés par Jekoko Mulumba, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce sont des faits que madame n'a pas pu prouver au tribunal en plein procès. Donc, du point de vue des droits, je trouve que c'est tout à fait normal et que c'est les droits les plus légitimes d'un vice-gouverneur qui se sent lésé d'aller porter plainte et d'aller rester en justice. C'est pas interdit. On dit qu'il est en train de se mettre dans sa peau de vice-gouverneur et utiliser son pouvoir pour dire à la dame. En tout cas, sur cet aspect, vous savez, j'ai toujours été très sévère avec le fonctionnement du gouvernement au sein de l'appareil judiciaire. Mais pour ces cas ici précis, quand on parle du volet justice, j'estime en tout cas, c'est pas pour autant c'est pas pour autant qu'on est vice-gouverneur, c'est pas pour autant qu'on est gouverneur, qu'on accepte, qu'on jette l'opprobre sur soi-même, sans pourtant avoir la possibilité d'aller accuser sous prétexte que on vous accusera, disait, de votre position pour peut-être faire souffrir les autres. Mais s'il faut aller dans un autre volet social, humanitaire, je trouve que c'est vraiment très déplacé, puisqu'en fait aujourd'hui, sachant déjà que les maris de madame se retrouvent déjà en prison, on parle d'une affaire purement juridique, mais d'autre part on parle déjà d'une affaire où on essaie de museler son mari. Pourquoi? Parce qu'il aurait tourné les dos à Félix Tshisekedi pour se lancer à l'opposition. Je pense que dans un contexte là, allez encore, vous imaginez les scandales si aujourd'hui la femme aussi se retrouve en prison au même moment avec son homme. Vous imaginez l'image que ça donne aujourd'hui, parce que ce serait de l'acharnement de l'IDPS, parce que la récupération politique aussi joue son rôle, parce qu'aujourd'hui la justice fait bien son travail, mais la population ne tient pas compte de ce qui se passe avec l'appareil judiciaire. On va directement dire qu'aujourd'hui l'IDPS fait une chasse aux sorcières, c'est-à-dire on veut à tout prix exterminer même jusqu'à la famille biologique de l'ancien président, l'ancien premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui est déjà en prison. Vous imaginez ces scandales-là. D'ailleurs, lui est en résidence surveillée en prison, et que sa femme arrivait à être condamnée. On a proposé 1 an par le ministère public. Peut-être que le tribunal va opter pour 6 mois ou 4 mois. Vous imaginez ce que ça va donner dans l'opinion. Qu'est-ce qu'on jette dans l'opinion? Qu'est-ce qu'on jette dans l'opinion française? Désiré, maintenant, l'option, c'est de rapprocher peut-être la femme de Jean-Marc Kabound à son mari déjà à prison, parce que je me dis, mais peut-être que c'est ça l'opération. Qu'est-ce que cette femme va faire dehors pendant que son mari continue à croupir à Makala?
vous trouvez aussi qu'il y a des intentions politiques dans ça? Est-ce que Tshisekedi lui-même, Félix Tshisekedi, je crois qu'au cours de la réunion du Conseil de ministres, hier, il avait affirmé que la justice de notre remis en pays cause la justice. continue toujours dans le même système et rien n'a changé. Vous pensez que par rapport au dossier de la femme de Jean-Marc Kabound, c'est aussi... les chefs ont aussi raison? Francis, je voudrais revenir d'abord par les propos contradictoires de Ben. Vous avez trouvé des propos contradictoires dans ce qu'il a dit? Parce qu'au début, vous avez suivi son préambule. Il a commencé par légitimer le droit. Parce qu'il a dit que la femme de Kabound avait proféré des paroles sans soubassement et sans preuve, impliquant justement le vice-gouverneur Jekoko Mulumba sur une affaire du banditisme urbain. Et là, vous rappelez aussi qu'il appartient à celui qui lègue le fait de le prouver. Oui, justement. Et à sa suite, il chute pour dire que ça ressemble à un acharnement. D'un côté, vous légitimez le droit, de l'autre, vous voyez un acharnement, ça veut dire qu'il y a une contradiction. La dame a offensé et a piétiné le droit. Même nous, en journalisme, Francis, vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision et affirmer des choses que vous n'avez ni soubassement, ni preuve. Ça veut dire que vous offensez la loi. À la limite, et quand vous offensez la loi s'en chargera de vous. La dame avait proféré des paroles qui ne tiennent pas debout au vice-gouverneur. Là, c'est Jean-Marc Kabound et sa femme. Il fallait quand même. Merci à la réalisation. Voyez, Francis. C'est vraiment un travail bien fait. C'est son mari qui est acteur politique. Pas elle. Pas elle, s'il vous plaît. Mais elle ne peut pas. C'est même dans la peau du politique. Soyons aussi humains. Oui, mais on est humain. Le mari est en prison et vous voulez... On est humain, mais le droit est têtu. La loi est également têtue. On est humain, Francis. C'est pas parce que Francis est en prison et que la femme de Francis tue quelqu'un, on va la laisser. Non! On va également mettre la main sur la femme de Francis parce qu'elle a offensé la loi. La femme devrait tourner sa langue 7 fois avant de parler. Certainement qu'il y a toujours une guerre entre Jekoko Mulumba, le vice-gouverneur. On nous dit qu'il s'agit d'une guerre de leadership. Oui, tout à fait, ça c'est clair. Ça date de très longtemps, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'il est candidat. Jekoko fait tout pour effacer Kabound de Kingabwa. Jekoko, c'est un ancien de Kingabwa, avant Jean-Marc Kabound. Il a été toujours élu au niveau provincial, tout comme au niveau national, et à Kingabwa toujours. Lui, le type que je vois sur la photo, comment il s'appelle encore? C'est Jean-Marc Kabound. Quand même, c'est l'ancien vice-président. Kabound. Premier vice-président. Il ne l'est plus malheureusement. Vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas l'ignorer quand même. Il ne l'est plus malheureusement. Kabound, ne pas les reconnaître, c'est un nouveau riche. C'est quand même un péché. C'est un nouveau riche et un nouveau leader à Kingabwa. Il faut dire que c'est un nouveau leader à Kingabwa. Parce que nous avons un ancien leader qui est Jekoko Mulumba. Oui, parce que lui, on l'a chanté depuis longtemps pendant qu'il faisait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faisait en Europe, Jekoko, avant de devenir vice-gouverneur aujourd'hui? Bon, en tout cas, ça c'est sa vie privée. Ça c'est sa vie privée. Oui, ça c'est sa vie privée. Mais sinon, ce qui nous intéresse ici, c'est le dossier. Non, parce que lui, c'est un ancien riche, pendant que Kabound, selon vous dire, Kabound, c'est un nouveau riche. Non, je ne parle pas de la richesse. Un ancien leader de Kingabwa et le nouveau qui s'improvise aujourd'hui. Donc, il n'y a pas match entre les deux. Kingabwa appartient à Jekoko. Il veut s'imposer et sa femme également prend le dessus parce que son mari est en prison. Il inculpe Jekoko dans un dossier sale. En tant qu'humain, vice-gouverneur, il ne peut quand même pas laisser ses propos passer. Parce que la population est de fois trompée. Par des propos comme ça, vous lancez dans l'opinion, c'est Jekoko qui a envoyé des gens pour m'attaquer. Et la population dira, ah bon, en 2023, parce que Jekoko commence à attaquer des gens, on ne va pas les voter. Et vous voulez que Jekoko échoue dans sa circonscription? Non, il doit se défendre. Il n'y avait pas un autre moyen, une autre façon de régler cette question que d'aller devant la justice? Quel moyen? Parce que, écoutez, il ne peut pas se faire justice, Francis.
vous ne pouvez pas vous faire justice. Non, il ne pouvait que saisir. C'est là que moi je suis pas d'accord. Il ne pouvait que saisir les instances judiciaires. Par exemple, parce que c'est la loi. Autour de cette question, peut-être. Dialoguer avec qui? Avec qui? Parce que déjà il y a une guerre. À Gekoko d'appeler au nom de la relation de l'IDPS qui a régné entre lui et Jean-Marc Kaboun, d'appeler la dame pour lui dire, écoutez, maman, vous avez fait des vidéos, mais je suis là en face de vous, qu'est-ce que vous me reprochez de quoi? Regardez, il y a ça. Gekoko est de l'UDPS. L'État a dit qu'aujourd'hui, ils sont plus humanistes qu'avant. On a vu ça avec maman Denise, avec la maman qui a proféré des menaces. On dit toujours, même ceux qui appliquent les droits, nous le disent à matin, midi, soir, qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Oui. Ça veut dire qu'ils pouvaient se rencontrer tout le temps pour dire, écoutez, c'est pas moi, vérifiez les faits, regardez, il y a ça. Et puis, ils pouvaient se terminer à la bière. Francis, laissez-moi quand même éclairer, parce que c'est une lanterne. Allez-y, il faut commencer par dire à la population que Gekoko est de l'UDPS et que Kaboun n'est pas de l'UDPS. Kaboun est d'Alliance pour le changement. Il a son propre parti politique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même vision. Déjà, ils n'ont pas la même vision. Et même quand ils furent à l'UDPS, les deux n'avaient pas la même vision parce qu'il y avait une guerre de leadership. Francis l'a évoqué ici. Il y avait une guerre de leadership entre les deux à Kingabwa. Ça veut dire que les deux ne se sont jamais entendus. Gekoko a eu quand même un bon parcours politique. Hein. Il a été au PPRD. C'est lui qui nous a fait connaître Kabila ici à Kinshasa, hein, avant d'aller au MLC. Hein. Allez-y. Francis, je ne sais pas où voulez-vous en venir, mais moi je relance quand même pour que moi je reste sur cette affaire. Allez-y, Désiré. Allez-y. La dame doit apporter des preuves sur ses propres allégations parce que moi j'ai reçu la vidéo voyant la dame en train de dénoncer le banditisme urbain que entre guillemets serait l'auteur Gekoko Mulumba. Et donc du point de vue droit, la dame doit apporter des preuves pour dire et montrer à la justice que voici là où Gekoko a envoyé les bandits dans ma maison. C'est pas, elle va en prison parce que c'est ça la loi. Il n'y a aucun acharnement. Ben trouve que il n'y a pas d'acharnement. Au-delà du droit, de tout ce qu'on peut aller. Par un arrangement, je l'ai suivi. Il parlait d'un mauvais arrangement. Il pouvait aller mieux rencontrer la dame. Qu'un bon procès. Il y a des cas, Ben. Il y a toujours des cas. Parce que vous ne pouvez pas faire un arrangement avec celui qui peut vous tuer demain. Non. Alors que la justice est là. Non. Merci Désiré. Écoutez, Jean-Marc Kaboun était leader. Et il a des adhérents. Dans son parti politique, il y a des militants qui peuvent à tout moment attaquer Gekoko. Et donc, Gekoko peut se déplacer pour un arrangement et qu'il est attaqué. Vous voyez, il faut également voir le danger que Gekoko peut courir en recourant dans un arrangement pareil. C'est la justice qui fait son travail et c'est à la justice de trancher. Merci. Je crois qu'il appartient à la justice, selon la proposition qui a été faite. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a fixé le procès pour finalement que le verdict soit tombé. On attend le savoir si on va retenir 1 année de prison avec cette amende qui a été demandée. Soit le juge, dans son intime conviction, peut se dire que cette dame ne mérite pas cette sanction ou c'est comme demandé. Il peut se dire oui, la dame peut payer une amende comme dommage et puis la prison. Oui, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont amassé beaucoup d'argent. Ils vont payer. Je n'ai pas dit ça. Ils ont beaucoup d'argent et ils vont payer. Je n'ai pas dit ça. Son mari a amassé beaucoup d'argent. Il est dans les carrés miniers un peu partout. C'est pour ça que Gekoko a finalement décidé d'verser sa femme devant la justice pour que cet argent se gaspille. C'est ça? Gaspiller comment? C'est pas du gaspillage. Je fais un rapprochement par rapport aux analyses de Désiré Mbouloua. Quand vous commettez une infraction, la loi doit se saisir de vous. Et quand il y a une amende, vous ne pouvez que la payer. Vous ne pouvez que le payer. Non, parce que vous dites que son mari s'est amassé beaucoup d'argent. Apparemment, ça fait mal aux gens de l'UDPS de voir Kaboun vivre bien avec l'argent qu'il a amassé, selon le dire de Désiré.
et qu'il fallait, inventer. J'ai dit que ça. Il fallait inventer même des procès pourvu que le peu qu'il a amassé c'est vide. Et donc ça c'est une invention. Non. À la fin de l'émission, je vous envoie la vidéo. Je n'ai pas dit que c'est une invention. De la dame. Je n'ai pas dit que c'est une invention. Mais ce que j'ai dit, c'est que le vice-gouverneur. Je vous envoie la vidéo. Devant un autre cas, pourvu que le peu d'argent amassé par Kabound c'est vide, non? Non, ça veut dire que parce que vous dites s'il a amassé de l'argent et qu'il commet des infractions, ça veut dire que cet argent va justement servir à l'État. Va servir à l'État. Merci. On attend voir quand est-ce que le verdict du juge va tomber. D'ailleurs, dans les dessus des cartes, il semblerait que la dame a besoin d'aller à prison parce que proférer des choses comme ça, c'est encore grave. On prend votre mari en prison. Vous gardez le micro, Ben, sur la question des accords entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Ça vaut pas la peine de rappeler ici qu'avant que Tshisekedi, avant Genève, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retrouvés à Nairobi. Ils ont signé un accord. Les contenus tels que nous dévoilés par l'UNC démontrent que après 5 ans, Tshisekedi va soutenir la candidature de Vital Kamerhe. Et pour le premier mandat, Kamerhe devrait être Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas. Vous savez tout ce qui s'en est suivi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'UNC veut que coûte, Félix Tshisekedi respecte l'accord, c'est-à-dire Vital Kamerhe, président, et Tshisekedi soutient la candidature de Kamerhe. Le contraire peut amener à des déchirements entre les deux partenaires crédibles. Votre analyse avant de prendre la question de Katumbi. Très bien, je souhaite vraiment avoir assez de temps parce allez-y. Revenir sur la petite histoire entre la relation qui existe entre Vital Kamerhe et puis Félix Tshisekedi. D'abord, il faut rappeler ici que cet accord, les accords d'avant élection sont souvent faits par précipitation. On les fait par précipitation, on veut arriver au pouvoir. Peut-être qu'on a une vision assez claire de comment arriver au pouvoir et on les fait précipitamment. Mais après cet accord qui a eu à Nairobi, il faut aussi rappeler qu'ici, l'INC de Vital Kamerhe a quand même beaucoup subi aussi. Parce qu'au fait, il y avait 3 forces. Il y avait l'IDPS dans le cash, et puis il y a l'INC, et puis venait les RDT en 3e position de Sylvain Mutombo. Il faut rappeler ici que l'INC a beaucoup subi. Déjà, les cash n'a jamais eu un programme du gouvernement. Parce que le tout premier gouvernement, même s'il y a eu cash FCC, l'INC a toujours subi tout ce que l'IDPS propose. Déjà, les programmes présentés par cash et les mêmes programmes que Félix Tshisekedi a présenté à Béatrice Hôtel pour les comptes de l'IDPS. Déjà, Vital Kamerhe a beaucoup cédé. Mais aujourd'hui, s'il faut voir la posture que opte Vital Kamerhe aujourd'hui, c'est une posture n'allant pas dans le sens de compléter la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État aujourd'hui est dans une autre logique. J'ai lu les communiqués du chargé de communication de l'honorable Vital Kamerhe, qui nous parle d'un cessez-le-feu, d'une cohabitation pacifique entre les M23, les groupes rebelles doivent déposer les armes, il faut vivre en convivialité. Tout ça, ce sont des vocabulaires qui n'appartiennent plus au lexique du président de la République. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi parle plus de comment bouter l'ennemi à l'extérieur. On ne parle plus de la cohabitation. La cohabitation, c'est ce que le régime Kabila a toujours fait. La réinsertion, donner des postes à des militaires. Peut-être qu'on n'a pas la même lecture du communiqué signé par Billy Kambalé. Parce que après, il y a un communiqué qui a sanctionné comment on l'a dit, le déplacement de Vital Kamerhe à l'est de la RDC pour la tournée à Mani. On propose au chef de l'État qu'il y ait un dialogue entre les 3 pays voisins, frontaliers, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda,
Question de trouver un terrain d'attente et demander au M23 de se retirer. Alors, après cette proposition de Caméré, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé encore un élément, un projet, une proposition importante que celle de Caméré? Ça c'est par rapport à votre question. Mais la question ici, est-ce que parce qu'à vous attendre dire, Caméré a beaucoup cédé. Est-ce que il doit toujours continuer à céder? Il ne peut pas réclamer. Et qu'est-ce qui va se passer si Tshisekedi décide de ne pas faire marche en arrière, c'est-à-dire respecter l'accord de Nairobi tel que conclu avec Vital Kamerhe? Ça aurait été la deuxième partie de mon argumentaire. Allez-y. Parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face. Aujourd'hui, même si les camps Kamerhe demandent aujourd'hui le respect de cet accord, ils savent déjà qu'à 100% c'est impossible. C'est impossible. Même avec ce qui est à ce stade, c'est impossible qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi recule pour laisser la place à Vital Kamerhe. Mais ici, donc le chef a déjà le goût du pouvoir et que c'est pas facile de céder. Je ne suis pas dans ces détails. Je crois qu'on n'est pas à trois ici pour débattre. Non, moi je vous relance. Je pense ici qu'il y a lieu de faire des analyses sur des choses, peut-être des évidences. Aujourd'hui, j'ai des alternatives. Si aujourd'hui la sortie de Vital Kamerhe en prison, s'il est en posture de faiblesse devant les chefs de l'État, je vois peut-être Vital Kamerhe, pour s'en sortir, aller trouver une autre coalition ailleurs. Parce que s'il faut rester avec Félix Tshisekedi, ça ne marchera pas. Pourquoi? Aujourd'hui, l'atterrissage du mandat du chef de l'État a les acteurs qui sont principaux. Et les acteurs principaux, nous avons par exemple Bahati, nous avons Mbosso. Il y a ces conflits d'intérêts qui vont régner. Aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas bousculer ces acteurs-là pour donner de la place à Vital Kamerhe. D'autant plus que, en termes de poids numérique, Vital Kamerhe n'apporterait même pas 10% pour sauver l'atterrissage du mandat du chef de l'État. Or, si aujourd'hui... Kamerhe qui vient de démontrer sa popularité à l'Est, c'est avec la tournée à Mali. C'est avec la population, mais le poids numérique dont le chef de l'État en a besoin, ce sont les députés. C'est l'équilibre qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est l'équilibre qu'il y a au Sénat, c'est l'équilibre que le chef de l'État veut avoir au gouvernement. Mais Mbosso apporte quel équilibre au chef de l'État à l'Assemblée nationale? Mais il faut le dire, je ne vais pas entrer dans ces méandres. Mbosso, c'est un casseur de G, vous savez pas combien... Il faut qu'on soit un peu... Il faut que ceux qui nous suivent à la maison comprennent. Vous avez parlé... du poids numérique des Bahati et des Mbosso. Ça veut dire que le chef a besoin de ces gens-là et pour vous, il est pratiquement impossible à ce moment ici que les chefs bougent ces deux-là par exemple pour faire donner plus d'avantages à Vital Kamerhe. Mais alors la question que je vous repose, c'est celle de savoir Mbosso Kodia représente quoi à l'Assemblée nationale par rapport à Vital Kamerhe? À moins que nous ne soyons pas journalistes, ou sinon pour ceux qui nous suivent... Non, il n'y a pas d'agriculteurs sur ces plateaux. Il n'y a que des journalistes. Pour ceux qui nous suivent, peut-être je vais les rappeler, qu'ici, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, avec les informations qui circulent, combien Mbosso arrive à gérer les quotas. On a parlé des montants ici, qui font trembler les oreilles. Ici, combien Mbosso se mouille les maillots pour gérer les députés? Vous n'allez pas oublier ça, c'est pas tout le monde qui a mesure de le faire. Aujourd'hui, Mbosso est au soir de sa vie, il accepte au détriment de sa réputation de sauver l'atterrissage, même s'il est obligé à faire tout ce que la population ne désire pas, mais Mbosso le fait pour sauver le mandat du chef de l'État. C'est pas tout le monde qui a mesure de le faire. Et qu'aujourd'hui, cher ami, il est difficile aujourd'hui pour tout leader politique de gérer les acteurs qui ont plus d'ambition. Je ne vois pas Mbosso aujourd'hui rêver d'être candidat président de la République. Or, le chef de l'État, ça l'arrange. Les chefs avoir des acteurs qui vous soutiennent, qui n'ont pas des ambitions à votre hauteur. Ça veut dire que c'est un avantage pour vous. Ça veut dire que le chef de l'État peut se reposer aujourd'hui pour dire que jamais Mbosso va se lever pour dire évidemment je vais déposer ma candidature. Désiré. Ça c'est ça que je cite. Permettez que je cite. Je dis ceci. 2 secondes. Parce si aujourd'hui Vital Kamerhe continue à insister sur le fait que l'accord de Nairobi doit être appliqué, je vois Vital Kamerhe quitter le clan du chef de l'État. Désiré Wemboloa, Kamerhe out parce que le chef, il est difficile pour Félix Tshisekedi, chef de l'État dans son état, dans sa posture actuelle, avec tous les privilèges qu'il bénéficie aujourd'hui de la République. Il est pratiquement impossible, à suivant ce que Ben est en train de dire, pour lui de céder quand même
toute cette gloire à Vital Kamerhe et par conséquent, Kamerhe va devoir se chercher sa place ailleurs. Fonsi, je commence par votre chute. Allez-y. Il n'y a pas question de gloire au pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire que le chef de l'État a le goût du pouvoir et qu'il ne veut plus céder la place à Vital Kamerhe. Non, mais parce qu'il y a eu un accord. Tout simplement, oui, mais les réalités sont autres. Parce que vous pouvez signer un accord avant le pouvoir. Mais quand vous êtes dans la chose, vous vous retrouvez face à un tableau, à un autre tableau. C'est ça le problème. Ils se sont entendus au début que Vital Kamerhe, vous me soutenez. En 2023, je vous soutiendrai. Et d'ailleurs, vous serez Premier ministre. Moi, je serai président de la République. Et en 2023, vous serez également président de la République. Moi, je pourrais être Premier ministre. Arrivé au pouvoir, le FCC cache né. Et donc, cet accord est déjà en partie. Vous voyez, on se retrouve au pouvoir sans majorité parlementaire. Vital Kamerhe qui n'a qu'une dizaine de députés, à peine. L'UDPS qui n'a que 20 quelques députés, à peine. Joseph Kabila se retrouve avec tous les députés du monde. Sur 500, il en avait au moins 300 et quelques. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors que dans la Constitution, la Constitution stipule que le Premier ministre ne peut sortir que de la majorité au Parlement. Voilà pourquoi le chef a créé une majorité artificielle. Il fallait maintenant recourir à la Constitution ou à l'accord. Qu'est-ce qui régit la nation? C'est la Constitution. D'où l'accord a été piétiné pour respecter la Constitution. Et le Premier ministre a été choisi au niveau de la majorité parlementaire. Le Premier ministre, le tout Premier ministre de ce régime, vous le connaissez, Ilunga Ilunkamba, est venu issu de la majorité parlementaire et du camp de Joseph Kabila. Mais est-ce que avant de signer ces accords avec Kamerhe à Nairobi, le chef ne se rendait toujours pas compte qu'il n'avait pas... On ne prédit pas l'avenir, François. Non, parce que là... L'avenir est difficile à prédire. Non. Vous pouvez dire que demain je serai trop riche, alors que vous serez très pauvre. Donc pour vous... L'avenir se prépare, oui. Donc pour vous... Mais il est difficile de voir l'avenir. Pour vous, par rapport aux circonstances qui ont émaillé l'installation l'installation du pouvoir de Tshisekedi, l'accord avec Kamerhe tombait caduc. C'est tout à fait clair. Déjà le fait qu'il fallait respecter la Constitution. Francis, je vous ai posé une question, bien que vous ne pouvez pas répondre. Entre un accord signé entre deux partis politiques, je vais vous répondre après l'émission. Oui, ça sera dans le couloir. Et une constitution qui régit toute une nation, on respecte quoi? On respecte la Constitution. Et le chef de l'État est appelé à respecter la Constitution. D'où tous les premiers ministres ne peuvent sortir que de la majorité parlementaire. Ilunga Ilunkamba est sorti de là. Jean-Michel Sama Lukonde est sorti également de là. Ça veut dire que jusqu'à fin mandat ici, le chef de l'État ne peut nommer que des premiers ministres issus de la majorité parlementaire et le camp de Joseph Kabila. Ça, il faut le dire. Le FCC Cash était disloqué par la suite et puis l'Union Sacrée a primé. L'Union Sacrée n'est qu'une simple vision. Mais en réalité, jusqu'à ce moment, le chef de l'État n'a pas de majorité parlementaire. Ça, il faut le dire. Il faut être clair. Il a une majorité artificielle. Artificielle, vous le dites bien. Parce que ce sont des députés de Joseph Kabila. Gérés par Mbosso. Remplis des hypocrites. Il y a des gens qui ne veulent pas accompagner le chef de l'État. Mais ils sont là uniquement parce que... À saluer les capacités de Mbosso à gérer une majorité artificielle. Mais je suis d'accord avec lui. Mbosso fait un grand travail. Il y a des députés qui ne veulent pas accompagner le chef de l'État. Ça, il faut le dire. Ils sont hypocrites. Ils sont avec Joseph Kabila la nuit, la journée, ils sont avec Félix Tshisekedi. Et c'est Mbosso qui doit les gérer tous. Mbosso gère toutes les humeurs possibles. Cet accord ne prendra forme qu'après 2023. S'il le veut. Bon, d'ailleurs, Vital Kamerhe, ça c'est un détail très important. Vital Kamerhe n'avait jamais demandé le respect de l'accord. Depuis sa tournée à Mani, il n'a jamais tenu une parole sur cet accord-là. Non, c'est plutôt la base. Quand je vous dis
base. Mais vous ne trouvez pas que cette base, l'UNC a quand même est dans le droit de réclamer le respect. C'est l'UNC qui demande le respect de cet accord, alors qu'il y a une réalité en face de l'UNC que l'UNC ignore. Francis, on est humain, on doit tenir compte des aléas possibles qui sont devant nous. Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, si parce que Félix Tshisekedi, lui, il écoute toujours la base. Et si Kamere écoutait également aussi, sa base de l'UNC, et qu'il s'est dit, au cas de non-respect de notre accord, moi je me retire. Vous voyez toujours Tshisekedi, ça ne va pas impacter sur le 2023. Entre le berger et les brebis, qui doit suivre qui? Ah, là, c'est la question que vous posez à Félix Tshisekedi, parce que lui, il a retiré sa signature à Genève. Je me pose la question, je vais répondre. Entre le berger et le brebis, ce sont des brebis qui doivent suivre le berger. Malheureusement, Félix Tshisekedi, en tant que berger, a suivi les brebis. Ça c'est un cas isolé et spécial. C'est un cas très isolé et spécial parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il a été dribblé. Il était dribblé. Merci beaucoup. Il a été dribblé. Et ça, il faut le reconnaître. Merci. Peut-être ça sera votre toute dernière prise de parole par rapport à la thématique. À la thématique. Ça allait m'étonner. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, Kamere s'est décidé de se retirer de l'Union sacrée? Il ne peut pas. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Je respecte beaucoup. Et lesquelles? C'est leader politique. Il est très intelligent. Non, parce qu'il mérite d'être respecté. Pour tout ce qu'il a fait, et surtout pour ses choix judiciaires. À chaque fois, il fait un effort d'être toujours au bon côté. Je vois très mal Vital Kamerhe aujourd'hui accepter d'aller à l'opposition avec Félix Tshisekedi. Pourtant, il sait bien qu'aujourd'hui, cette proposition est impossible. Pour que je connais, je ne l'ai pas fréquenté personnellement, connaissant les choix qu'a toujours porté Vital Kamerhe, il n'est pas du genre à accepter l'opposition aussi longtemps. Je vois Vital Kamerhe, et surtout qui revient de la prison, je ne vois pas Vital Kamerhe accepter d'aller couper. Mais il fait son lâche. Et puis Ben, il faut rappeler que le pouvoir ici appartient aussi à Vital Kamerhe. Il faut prouver parce que je vais vous dire une chose. N'allons pas loin. Connaissant l'humiliation, il faut l'appeler comme ça, il faut le dire comme ça. Vous oubliez que Meka a tourné dans Kabila. Non. C'est ce que vous oubliez. Vous semblez oublier. S'il vous plaît, cher ami. Voyons l'humiliation qu'a subi Vital Kamerhe. Ça ne peut jamais être mesuré au même pied d'égalité. Kamerhe a accepté de démissionner de l'Assemblée nationale. Non, ce n'était pas avec autant d'humiliation qu'il a subi lors du procès. Et toute sa famille. Il a été en prison. Toute son intimité a été mise sur la place publique. Si réellement Vital Kamerhe serait celui qui a la facilité d'aller contre le pouvoir, il serait la première personne à ne pas aller facilement avec autant de sourires vers Tshisekedi. Non, à ce stade, je trouve que c'est possible. Il n'a pas d'option. Et je le déconseille. En tout cas, il ne peut pas oser maintenant. Parce que c'est son pouvoir. Il a négocié ce pouvoir. On prend la toute dernière thématique de cette émission. Vous savez que ce sont là des journalistes qui sont libres de leurs analyses sur ces plateaux. On leur laisse le temps de s'exprimer comme U-Level. On prend la deuxième thématique, c'est autour des nominations. C'est tout le monde qui réclamait que nous sommes infiltrés. Il faudrait que les chefs quand même arrivent à faire des réformes, et puis des réformes assez profondes au niveau de notre armée. Voilà, nous avons connu des changements graves au niveau de notre armée. Le chef de l'État a procédé à de nouvelles nominations. Est-ce que ça donne de l'espoir désiré au niveau de notre pays agressé aujourd'hui? Est-ce que les changements occasionnés par le chef de l'État au niveau de notre armée peut nous donner quand même, donner aux Congolais l'espoir que demain Bunagana, qui a aujourd'hui plus de 131 jours d'occupation du MV3, soit quand même libéré? C'est un nouveau vent, ça nous donne quand même du souffle, ça nous donne quand même de l'espoir, désiré. Il faut dire que le chef de l'État a respecté et a répondu positivement à la demande de la population congolaise. Parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, il ne travaille qu'avec les kabylistes.
tous ces généraux, une litanie des généraux qui étaient là, étaient nommés par Joseph Kabila. Et le nouveau chef d'état-major de FARDC. Oui, tout à fait. Et Félix Tshisekedi, en tant que respectueux de sa nation, il respectueux des textes, il pouvait, parce que gérer le pays, c'est autre chose. On ne peut pas gérer un pays avec des humeurs. Il a accepté travailler avec ceux qui ont été nommés par Joseph Kabila. Mais il a vu que ceux-ci, ils ont travaillé à leur époque, en tout cas, bravo à eux. Mais ils n'ont pas su accompagner Félix Tshisekedi dans sa vision. Parce que c'est quand même inadmissible que jusqu'aujourd'hui, 3 mois après, que Bunagana soit toujours détenu par un petit groupe de gens appartenant à un pays voisin comme le Rwanda, un pays qu'on peut envahir en un seul jour. Et que ces généraux sont là en train de construire des immeubles ici. Francis, je vous informe qu'ils ont des immeubles partout à Kinshasa. Ah bon? Des généraux, oui. Des généraux. Et ils sont ici à Kinshasa, alors que Bunagana est là, on égorge les Congolais. En fait, le chef de l'État a répondu positivement et bravo à ces nominations. Bravo également à ceux qui sont nominés, aux nouveaux généraux. C'est que je peux leur demander ce que pouvons-nous nous attendre de ces changements? Tout à fait. Nous pouvons nous attendre que le retour de Bunagana. Bunagana doit être repris par les Congolais. Parce que Bunagana est déjà clôturé. Bunagana est déjà clôturé. Moi, j'ai des vidéos. Les téléspectateurs nous envoient des vidéos. Clôturé déjà. Et la monnaie qui est utilisée à Bunagana actuellement, ça n'est pas la monnaie congolaise. C'est la monnaie rwandaise. Et ceux qui sont venus doivent mettre fin à l'infiltration. Parce que dans notre armée, bon, non seulement l'armée, mais pratiquement toutes les institutions de la République, nous sommes infiltrés au plus haut sommet de l'État. Et je pense que vous qui avez bénéficié de la confiance du chef, vous n'allez pas décevoir la population congolaise cette fois-ci. En tout cas, bravo à vous. Montrez-nous de quoi vous êtes capables. Boutez-nous l'ennemi dehors. Reprenez Bunagana. Et puis, nous allons vivre ensemble avec nos frères et sœurs. Dans 2-3 semaines, on peut espérer qu'avec ces changements, on peut récupérer Bunagana. D'abord, bravo au chef de l'État pour cette décision. Merci Francis, je vais faire un effort d'être moins virulent parce qu'il s'agit de la question sécuritaire. Allez-y, vous êtes tellement démocratique du Congo. D'abord, avant d'analyser ou sinon de parler des défis qui attendent ces généraux qui sont nommés, j'aimerais ici relever des faits. Il y a 117 jours que depuis Bunagana est occupé, on nous a dit que l'armée se prépare pour contre-attaquer. La question qu'on se pose ici, des questions qui restent sans réponse. Il y a les forces de la CAC. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, pendant plus de 3 mois, on attendait que les chefs de l'État trouvent les hommes de confiance pour attaquer Bunagana? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a fallu 3 mois pour enfin qu'aujourd'hui, que ces gens qui sont nommés sont réellement des gens qui doivent venir pour bouter l'ennemi d'ailleurs? Point d'interrogation. Et si c'était pour trouver ces généraux, que les chefs de l'État a pris 3 mois en laissant les Congolais mourir matin, midi, soir, je trouve que c'était une décision irréfléchie. Pourquoi irréfléchie? Au bout de 3 mois, je vais m'expliquer, cher ami, au bout de 3 mois, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Au bout de 3 mois, on attendait à peu près, je vois, 6 nominations pour nous dire que ces 6 personnes qui faisaient déjà corps avec... Ça va aller jusqu'au niveau le plus bas. Non, le plus grand problème, c'est quoi, cher ami? Aujourd'hui, on parle des infiltrés. Les 6 personnes, ce sont des commanditaires. C'est ce que j'ai dit. On parle des infiltrés aujourd'hui au sein de l'armée. Si on parle des infiltrés, moi j'aurais écrit qu'on connaissait tous les infiltrés, mais jusqu'à ce jour, on ne connaît pas tous les infiltrés. Vous n'êtes pas informé qu'il y a des généraux en prison? Non, ne parlons pas de cas isolés, cher ami. Ça, vous parlez d'un taux d'infiltration élevé. Attendez, Désiré. Celui-là, on n'a pas présenté les cas comme un infiltré, on a présenté les cas comme un général congolais à qui on a voulu, comme on dit déjà, monnayer quelque chose, lui donner quelque chose pour qu'à son tour il lève les pieds pour que l'ennemi entre. Ce n'est pas un infiltré. On ne l'a pas présenté ainsi. Ça veut dire qu'on reconnaît que c'est l'un des nôtres, mais qui a failli être
corrompus par nos voisins. Mais ici, quand on parle des infiltrés, ça veut dire que un monsieur venu il y a des gens qui ont été démis de leurs fonctions. Non. Dans ce pays. Mes chers amis, on parle. Et sous Félix. On parle de quoi? Il ne faudrait pas mélanger les tout. Il ne faudrait pas mélanger les tout. Moi, je pense que si on a pris 3 mois pour que ces généraux arrivent en place, je trouve que c'est irréfléchi. Pourquoi? Est-ce que. Il fallait laisser ceux qui étaient là. Permettez, chers amis, est-ce qu'au nom de l'infiltration, qu'on a demandé à nos forces armées de ne pas avoir. De ne pas repousser ou répondre à des attaques du M23? Est-ce que c'est au nom de ces nominations que nos forces armées ne tirent plus, chers amis? Il n'y a pas de bataille chaque jour à Bunagana. Oui, mais c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nos FARDC font? À chaque fois qu'on attaque, ils sont là pour reculer. Et puis, vous êtes sans oublier, j'ai dit l'autre fois, chers amis, que le M23 n'a pas qu'une puissance militaire. Le M23 a aussi une puissance administrative. Pendant que les militaires occupent Bunagana, la puissance administrative du M23 continue à piller matin, midi, soir. Les stocks qui est en train d'être pillés chez nous là-bas à Massissi, vous n'avez pas d'idée, chers amis. Et pendant ces 3 mois, on attendait ces nominations qui vont arrêter tout. Mais il fallait pas aussi que les chefs puissent laisser la situation couler comme ça. Il fallait commencer par quelque part, changer la chaîne de commandement. Vous ne trouvez pas qu'il avait raison aussi? Il fallait qu'il fasse quoi? Cher ami, je suis d'accord. Vous avez voulu qu'il fasse quoi? Je connais bien ces secteurs. La chaîne de commandement ne passe pas d'ailleurs par les ministres. D'ailleurs, ça se passe entre les chefs de l'État, les chefs d'état-major et puis les chefs d'opération. Voilà. C'est-à-dire, les circuits de commandement passent comme ça. Il faudrait nécessairement qu'il y ait des hommes de confiance. Mais je me demande ici, quel est le péché, on va dire aujourd'hui, si vous me dites que le général Christian est un homme de confiance, vous jetez de l'opprobre sur Célestin Mbala. Pourquoi? Est-ce qu'il faudrait dire ça? Pourquoi? Oh, mais ça veut dire que ceux qui étaient là. Si les chefs de l'État cherchaient les hommes de confiance, c'est que le général Célestin Mbala n'est pas un homme de confiance. Écoutez, c'est clair, non? L'armée l'armée ne fonctionne pas comme ça. Répondez à ça. Quand vous nommez quelqu'un, oui, il est au service de l'État, mais il vous doit beaucoup. Il faut le reconnaître. Nous sommes humains. Écoutez, il vous doit beaucoup. Donc ce poste n'est plus désormais apolitique, c'est maintenant un poste politique. C'est apolitique. Je vous dis que c'est apolitique. Mais consciencieusement, quand vous nommez quelqu'un. Désiré, parce que j'ai entendu des gens dire que le nouveau chef d'état-major, il y a crainte qu'il ne soit pas au service de la République, mais qu'il soit au service d'un individu, et c'est le chef de l'État, une façon de le récompenser. Pourquoi? Vous voyez la même chose dans ces nominations? Non, Francis. Allez-y. Mais ceux qui étaient là, étaient là pourquoi? Et mis en place nommés par qui? C'est par Joseph Kabila. Joseph Kabila est parti déjà en 2018. Mais ils étaient là jusqu'en 2022 aujourd'hui. Et ils ne servaient que Joseph Kabila. Ça, c'est irréfléchi. Ils sont là pour servir la nation. Ça, c'est réfléchir derrière la tête. Comment par exemple, Christian comme ça, qui sera redevable devant Félix, alors que Félix Tshisekedi passera, et lui pourra peut-être rester. Il est militaire. Il a une fonction éternelle. Il va mourir militaire. Permettez que je chute avec ma pensée. Le même avis. Permettez que je chute avant de répondre à votre question. Allez-y. Félix a un mandat. Après ce mandat, il pourra partir. Après cette série de questionnements, après cette série de questionnements, je me demande. J'ai voulu vraiment que Désiré aille dans ce sens-là. Mais là, je me pose la question. Lorsque nos militaires réclament que nous ne sommes pas motivés, il n'y a pas de dotation, on n'a pas de logistique, est-ce que c'est le général Christian qui viendra régler ces problèmes? Non, quels sont ces militaires qui réclament? Parce qu'il y a augmentation du salaire des militaires. Il y a augmentation des salaires des militaires. On nous suit de partout. Oui, mais je vous dis, il y a des télés dans les cas. Je suis à la télévision. Et je vous dis oui, et je vous dis que le salaire des militaires ont été revus à la hausse. Maintenant, c'est comme des 67%. Les 67%. Moi, j'ai rencontré je vous informe qu'il y a des militaires qui recevaient 80 000 francs hier et aujourd'hui qui reçoivent 400 000 francs. Ils me suivent. De 80 000 à 400 000 francs. À 400 000 francs. Et ça, c'est pas grand chose, ça. Bon, on va vérifier. Il faut vérifier. Votre avis par rapport à la question. Bon, on va conclure. Je disais d'abord ceci, que tous ces problèmes qui empêchent à notre armée
réellement d'avoir la force, non, pas la force on en a, la volonté de se donner corps et âme qui manque à nos forces armées au niveau de l'Est, ne vont pas se régler avec les généraux qui arrivent. Non, c'est l'infiltration, cher ami. C'est l'infiltration. Cher ami, si vous l'armée parlez est de infiltrée. Il faudra commencer par peaufiner des stratégies qui pourront aider la RDC à mettre fin à l'infiltration. Si l'on parle parce que des stratégies sont données aux ennemis. Vous voyez, l'armée prend des stratégies. En même temps, on est à mesure de dire que notre système de sécurité est assez défaillant. On a été quand même quelque part faible ou quelque part naïf pour que l'ennemi vienne nous infiltrer. Quand est-ce que la République démocratique du Congo sera en mesure, avec ses agents de renseignement, d'infiltrer aussi les pays qui nous infiltrent? Mais ça a commencé. Ça vient de commencer à travers ces nominations. D'où il faut saluer ces nominations, il faut encourager et féliciter ceux qui sont nommés. Prend fait par ici. Merci de votre attention, votre confiance. Nous allons toujours continuer à saluer l'emblème d'or de notre souveraineté, une façon d'encourager nos dirigeants, nos vaillants militaires qui sont sur le terrain, de continuer à lutter pour que notre pays reste un et indivisible. Bunangana, 117 jours entre les mains de rebelles, ça ne nous rend pas fiers. Mais nous osons croire qu'avec ces changements, au niveau de la chaîne de commandement de notre armée, quelque chose de bien, d'ailleurs ça sera le premier. Il faut rappeler qu'en 2013, Bunagana a été également entre les mains des ennemis pendant 5 mois. Et ça a été repris. Du nouveau il faut rappeler chef d'état-major. En 2013, il faut rappeler qu'en 2013, c'est 5 mois. Merci. Passez une très bonne soirée dans vos maisons. Merci à Joël Mouka qui était derrière les caméras. Merci à John Katambwe qui a réalisé cette émission sous la coordination de l'UFRANCE Kozekissa. Francis Ochudi, quant à moi, je vous dis merci et on se voit le samedi prochain. Merci à Désiré Wemboloa d'avoir été le nôtre. Merci à Ben KMB d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Que la RDC gagne à jamais.